Ce sont des carnivores à sang froid et des chasseurs assoiffés de chair. Bien qu'ils ne crachent pas de feu, on les appelle les dragons de Komodo. Biologiste indonésien, Putra Sastrawan est l'un des spécialistes mondiaux du prédateur le plus insolite de son pays. Il a consacré sa carrière et risqué de nombreuses fois sa vie à la découverte des secrets de ces varans. Devant la menace d'extinction qui pèse aujourd'hui sur cette merveille de la nature, Putra Sastrawan se bat pour que ce très ancien reptile vive encore de longues années. Site du patrimoine mondial au cœur de l'archipel indonésien, le parc national de Komodo est un endroit si isolé qu'il y a plusieurs siècles, ses premiers habitants étaient comme des prisonniers en exil. Les forêts de Komodo abritent des animaux surgis de la nuit des temps, qui semblent être des vestiges de l'ère des dinosaures. Ces puissants monstres peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long et vivre plus de 50 ans. Peuplant ces îles depuis 4 millions d'années, le dragon de Komodo est devenu, au fil de l'évolution, le plus formidable chasseur de la famille des lézards. Redoutable carnassier, il se jette sur toute forme de chair, quelle que soit l'heure de la journée. Habile chasseur, il saisit ses proies par surprise dans la forêt. Et de surcroît charognard, il dévore le moindre cadavre qu'il peut trouver. La science ne connaît le dragon de Komodo que depuis 1912, lorsqu'un zoologiste hollandais a découvert un lézard géant qu'il a baptisé Varanus komodoensis. En 1969, un jeune étudiant du nom de Putra Sastrawan assistait le biologiste américain Walter Offenberg dans la première étude approfondie jamais menée sur le dragon de Komodo. À cette époque, on ne savait pratiquement rien sur ces lézards, et Putra Sastrawan a appris à les manipuler et à les examiner au fil des expériences. Un travail de pionnier qui lui a permis de découvrir sa vocation. Je me suis pris au jeu de ces recherches. Les dragons de Komodo me fascinaient et je me suis dit que c'était le moyen de les protéger. En faisant cette étude, on pouvait mieux les comprendre et savoir ensuite comment les protéger. 30 ans de recherche ont convaincu Putra Sastrawan que le dragon de Komodo est plus qu'un bel animal. Cette tête aplatie dissimule en effet un étonnant cerveau. C'est un animal fascinant. Il appartient à une espèce de reptile extrêmement ancienne. Il est apparu à l'ère des reptiles il y a plusieurs millions d'années. Le rapport entre le volume de son corps et celui de son cerveau est le plus élevé de tous les reptiles. C'est un animal très intelligent. Il sait où se trouve le point faible de ses proies, il sait où trouver les espèces dont il se nourrit, et c'est pour cela qu'il a réussi à survivre à l'ère des reptiles. C'est un animal vraiment intelligent. Aucun animal n'est moins caressant que le dragon de Komodo. Il semble donc juste qu'il mène une vie solitaire, sans famille ni amis. Farouchement attachés à leur territoire, les mâles n'hésitent pas à se livrer bataille.
L'affrontement est généralement plus une danse rituelle qu'un duel sanglant. Avec les dents acérées et les redoutables griffes dont ils sont pourvus, ils pourraient se déchiqueter, mais généralement les rivaux se contentent d'un corps à corps jusqu'à ce que l'un domine l'autre. Le coup de grâce est relativement doux. Quelques coups de patte qui semblent destinés à humilier plutôt qu'à blesser le perdant. Mais les combats ne sont pas toujours si contenus. Lorsqu'ils se battent pour une femelle, surtout, les mâles peuvent vraiment se déchaîner. Ces féroces guerriers sont les plus grands prédateurs de leur territoire, mais le royaume des dragons de Komodo est minuscule. Réparti sur 5 petites îles, c'est l'aire de répartition la plus restreinte dont dispose un grand prédateur. Et avec une population de seulement 5000 spécimens, l'horizon des dragons de Komodo ne cesse de se resserrer. Quand le soleil se lève sur l'île de Komodo, sa chaleur fait sortir les varans des terriers et des grottes où ils ont passé la nuit. Chacun s'installe dans un coin confortable pour prendre un bain de soleil, l'équivalent pour ces reptiles d'une bonne douche tonifiante. Les dragons de Komodo sont des animaux à sang froid. Pour commencer la journée, ils doivent donc recharger leur batterie. Une fois réveillés, ils s'installent généralement en plein soleil et ils restent là quelques heures jusqu'à ce que la température de leur corps soit suffisamment élevée pour qu'ils commencent à vaquer à leurs occupations matinales. Les dragons de Komodo vivent dans un monde d'odeurs. Agissant à la manière d'un radar, leur langue bifide sonde l'air à la recherche des effluves. À chaque coup de langue, l'animal ramène d'infimes particules odorantes dans sa gueule, à partir desquelles il peut détecter dans le vent un corps en décomposition à 7 km à la ronde. Serpentant apparemment sans but à travers la forêt, le varan est en fait à la recherche de l'odeur distinctive d'un repas prêt à manger. Les forêts clairsemées du littoral offrent aux varans un menu varié, composé de 14 espèces de proies, dont le cerf rusa, le cochon sauvage et, festin suprême, le buffle d'Asie. N'ayant ni la rapidité ni l'agilité des plus célèbres prédateurs de la nature, ces chasseurs doivent s'en remettre à leur propre arme secrète. Leur gueule écumante s'ouvre sur un foyer de contagion. La salive d'un dragon de Komodo contient un virulent bouillon de culture, où pullulent les bactéries des cadavres en décomposition. Il suffit au reptile de s'approcher suffisamment près de sa proie pour la mordre à pleines dents. Avec le temps, la dose mortelle provoque une septicémie qui fait le reste. Autrefois, les gens pensaient que les dragons de Komodo étaient des animaux venimeux, que leur morsure injectait une substance toxique. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas venimeux comme les serpents. Les analyses bactériologiques ont confirmé qu'il y a au moins 50 sortes de microbes différents dans leur gueule. Certains d'entre eux sont extrêmement virulents, et il suffit d'une seule morsure pour qu'ils provoquent un empoisonnement du sang et que la proie meure en 24 heures.
Percer le mystère de ces microbes est l'un des grands buts des recherches de Putra Sastrawan. Le seul problème est que pour étudier la salive d'un dragon, il faut aussi s'approcher de sa gueule. Depuis ses débuts avec Walter Offenberg, Putra Sastrawan a perfectionné sa technique de piégeage des varans. Aujourd'hui, il a simplement besoin de planches, de grillages, d'un morceau de poisson bien avancé et d'une bonne dose de courage. Les dragons de Komodo sont des animaux que je trouve absolument fascinants, mais ce sont aussi des animaux extrêmement dangereux à manipuler. Pour obtenir des données sur leur physiologie, sur leur sang, etc., on est obligé de les attraper. Il faut être très prudent car lorsqu'ils ont faim, ils sont prêts à tuer tout ce qui est à leur portée. C'est une opération très délicate. Rapidement, les alentours du piège sont envahis de varans. Tous s'intéressent au repas gratuit, mais se méfient de l'étrange plateau sur lequel il est servi. Finalement, la faim l'emporte, et l'un d'entre eux se glisse à l'intérieur pour aller chercher l'appât. Pendant qu'il offre son temps à la science, le dragon de Komodo subit 13 examens différents pour ne pas le déranger pour rien. Le plus précieux pour Putra Sastrawan est un prélèvement de cette abominable salive pour l'analyser dans son laboratoire. C'est aussi l'occasion rare de jeter un coup d'œil sur les mâchoires d'un dragon de Komodo. Le varan de Komodo a des dents très différentes de celles des autres reptiles. Il a des dents très acérées, des dents qui coupent comme des lames de rasoir. C'est très différent des autres reptiles qui ont des dents de section ronde, alors que chez les dragons de Komodo, elles sont comme des lames de couteau. Les recherches de Putra Sastrawan visent également à connaître l'étendue de leur territoire. Il pourra ainsi en déduire la superficie nécessaire à une population pour survivre. Pour garder un œil sur son sujet d'étude, Putra Sastrawan l'équipe d'un émetteur radio. Une fois l'appareil électronique fermement attaché, l'antique lézard reprend ses activités sans la moindre égratignure, si ce n'est à sa fierté. Pour un animal qui préfère vivre seul, le dragon de Komodo réussit rarement à manger en paix. L'odeur de charogne attire les importuns venus des alentours. Dans cette mêlée frénétique, les plus gros évincent les plus petits pour se tailler la part du lion. Un dragon de Komodo adulte peut engloutir 80% de son poids en une seule bouchée. À défaut de bonnes manières, les dragons de Komodo ne manquent pas d'entrain et se jettent sur le cadavre en n'écoutant que leur voracité. Ils dévorent absolument tout, tête, poils, chair et os, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les dragons de Komodo pourraient avaler un éléphant. Leur mâchoire inférieure s'articule de telle façon que leur gueule s'ouvre sur un gigantesque four qui peut engloutir d'énormes morceaux en entier. Des sucs digestifs très actifs se chargent ensuite de tout transformer, à l'exception d'une éventuelle corne ou d'un sabot. Avec un seul buffle, plusieurs varans peuvent ainsi se remplir l'estomac pour plusieurs semaines. Les petits essaient parfois de s'immiscer pour participer à leur premier festin. Mais ils risquent aussi d'être le dernier. Les adultes sont friands de ces jeunes intrus en guise de dessert.
Pour étudier le régime alimentaire d'un dragon de Komodo, il n'y a qu'une chose à faire, remonter ses manches et examiner ses excréments. Le régime alimentaire du dragon de Komodo est d'une diversité étonnante. Il se nourrit de différentes espèces d'animaux, dont le sanglier par exemple. On en a ici la trace avec cette touffe de poils. On trouve aussi des poils de macaque, mais son régime alimentaire se compose essentiellement de cerfs, dont on voit ici des morceaux de sabots, des os, des vertèbres et d'autres types d'os que l'on retrouve dans les excréments. En parcourant les collines à la recherche des excréments des varans, Putra Sastrawan peut évaluer la santé de l'espèce. Tant qu'il y a une grande quantité de restes de cerfs dans ces excréments, il sait que la nourriture abonde. Mais si le nombre des os retrouvés diminue, Putra Sastrawan se tient prêt à sonner l'alarme. Le dragon de Komodo semble invincible, mais sa cuirasse a pourtant de nombreux défauts. Le plus important, c'est qu'il est à la merci du soleil. En pleine journée, il doit ainsi fuir les fortes chaleurs et se réfugier à l'ombre des arbres. À cette heure de la journée, la température extérieure monte jusqu'à 51,9 degrés et celle du corps des dragons de Komodo atteint 36,5 degrés. Il fait beaucoup trop chaud pour qu'ils puissent se déplacer. Ils se reposent alors à l'ombre en attendant que leur température corporelle baisse pour atteindre 32 ou 31 degrés environ. Malgré la chaleur implacable de la saison sèche, cette femelle creuse son nid. Véritable prouesse de terrassement. Le nid se compose d'une vaste chambre et de plusieurs terriers vides, destinés à déjouer tout charognard sans scrupule qui tenterait de manger les œufs. En septembre, elle pond une trentaine d'œufs à environ 1 mètre de profondeur. Et au cours des mois qui suivent, elle se poste en sentinelle pour surveiller sa tanière. À cette époque de l'année, pendant le mois de novembre, on voit les femelles défendre leur nid contre les intrus. Les femelles ont un comportement beaucoup plus agressif pendant toute cette période. Comme on peut le voir en ce moment, elle a la queue redressée et elle pourrait la lancer sur moi à tout instant et me frapper à la tête ou ailleurs. On voit aussi qu'elle ne me quitte pas du regard. Elle a les yeux braqués sur moi. Elle est très méfiante. Rien ne peut la détourner de son devoir. Elle protège le nid contre tous les intrus, y compris contre moi. Un dragon de Komodo sur 5 seulement étant une femelle, l'un des moyens de protéger l'espèce est de faire en sorte que le maximum de couvées arrive à maturité. Putra Sastrawan étudie actuellement le rôle que la température des œufs dans le nid joue sur la détermination du sexe. Je cherche à découvrir quels sont les facteurs qui influent sur les embryons des dragons de Komodo. J'utilise ici une sorte de thermomètre qui va enregistrer les variations de température pendant la période d'incubation des œufs de dragons de Komodo. Il va donc enregistrer les températures pendant 5 mois au moins, et ensuite, nous allons analyser les données sur ordinateur. Quand la saison des pluies arrive enfin, l'île brûlée par le soleil semble renaître à la vie. Dans le nid, 7 mois après la ponte des œufs, les bébés varans sortent de leur coquille. Ces petits lézards rapides aux couleurs vives ne ressemblent guère à des dragons de Komodo. Instinctivement, ils grimpent dans les arbres pour se mettre à l'abri. Si un adulte, y compris leur propre mère, les remarque, il n'en fera qu'une bouchée. Pendant près de 2 ans, ils restent en sécurité dans les branches, se nourrissant d'insectes et de petits lézards. Une fois devenus trop grands pour rester dans les arbres, mais encore trop frêles pour échapper à un de leurs aînés, les jeunes doivent descendre dans le monde de tous les dangers.
Après avoir régné sur ces îles pendant des millions d'années, les dragons de Komodo doivent aujourd'hui partager leur territoire avec les hommes. Il n'y a qu'un seul village sur l'île de Komodo, et ici les pêcheurs et leurs familles cohabitent sans trop de problèmes avec les varans. Bien qu'on ait rapporté le cas d'une dizaine de personnes dévorées par des dragons de Komodo, jamais un villageois n'a été attaqué. Les varans leur causent néanmoins quelques ennuis. Il leur arrive de déterrer et de manger les corps du cimetière, et régulièrement, poules et chèvres disparaissent sans retour. Malgré cela, les Ora, c'est ainsi que les Indonésiens appellent les dragons de Komodo, ont une image sympathique dans les légendes locales, et ils sont un élément important de la culture de l'île. Les artisans du village sont fiers de sculpter des dragons pour les touristes. Plus de 20 000 personnes par an font ce voyage pour venir visiter le parc national de Komodo. Si la sensibilisation du public se développe, l'inquiétude pour les dragons de Komodo augmente elle aussi. Malgré l'intérêt que leur portent les touristes et les scientifiques, les dragons de Komodo sont en danger. La faune du parc, ressource vitale pour les varans, est en état de siège. Des gangs de braconniers armés de fusils plus puissants et de bateaux plus rapides que ceux des gardiens du parc font des raids dans la réserve depuis les îles voisines. Ils abattent parfois 200 cerfs en un après-midi pour en vendre la viande chez eux. Sans l'aide de la communauté internationale, le braconnage risque d'empirer. Et plus les sources de nourriture des dragons de Komodo diminuent, plus leur avenir est compromis. Si on n'agit pas assez énergiquement pour protéger les varans, mieux gérer leur habitat et s'occuper des gens qui vivent autour du parc, je suis sûr que leur population va diminuer progressivement pour finalement disparaître de la surface de la Terre. Ce serait une perte immense. Les générations futures ne pourront voir que des photos de ce merveilleux animal. Nous avons la possibilité de sauver le varan de Komodo, à condition que des milliers de gens soutiennent les efforts que nous faisons pour le protéger, pour faire des recherches, pour comprendre cet animal et organiser sa sauvegarde. Dans la mythologie, le dragon est le gardien des trésors volés que le héros doit tuer. Avec le dragon de Komodo, c'est peut-être l'inverse. Il peut aussi enrichir notre monde, mais à condition que notre tâche à nous soit de le protéger et non de le détruire.